Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui a pour thème un thème qui est toujours lié à l'intelligence artificielle. En ce moment, c'est vrai que c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est celui qui génère le plus de questions. Je vous rassure, dès le mois prochain, on va reprendre des webinaires aussi sur la partie protection des données personnelles. Donc aujourd'hui, on va parler d'outils d'intelligence artificielle, comment éviter le risque fournisseur à l'ère de l'AI Act. Et donc aujourd'hui, en fait, j'aurai le plaisir d'être votre hôte. Alors je me présente rapidement, je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice et dirigeante de DPO Consulting, qui est un cabinet de conseil en protection des données, personnelles initialement et qui en fait s'est élargi à la compliance data d'une façon plus large ces dernières années, à la faveur de la multiplication des réglementations que vous connaissez d'ores et déjà, à savoir des réglementations en matière de cybersécurité, donc DORA, NIS2, entre autres, le CRA, mais également tout un tas de réglementations relatives à l'IA de façon générale en France, enfin au sein de l'Union européenne et puis plus généralement dans le monde entier. Alors évidemment, vous avez la possibilité, merci Christophe, de faire un petit coucou, à tout le monde en ligne. Vous avez la possibilité de laisser des commentaires, on peut les voir, je les vois en temps réel, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. L'objectif étant d'éviter évidemment le cours magistral pendant 1 heure qui serait probablement très ennuyeux, même si, vous adorez la façon dont je parle. Non, blague à part, c'est plus sympa quand on sera vraiment, sur un système un peu plus interactif. Donc le cabinet a été créé, il y a maintenant une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous avons, un peu moins de 50 collaborateurs et un peu plus de 800 clients avec une répartition par pôle et notamment le pôle que j'ai la joie de diriger aujourd'hui, qui est un pôle IA et innovation qui discute de tous les sujets liés à l'intelligence artificielle et aux innovations technologiques. Alors, sur notre sommaire, parce que c'est ce que vous attendez tous, j'imagine aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de choses à voir en fait. Quand j'ai établi les slides de ce webinaire, je me suis rendu compte que le sujet, était très vaste, qui nécessitait que je repasse par deux-trois points qui me semblent alors que vous connaissez peut-être déjà, mais sur lesquels il faut qu'on fasse, quand même sur lesquels on ne pourra pas faire l'impasse en fait concrètement. La première partie, c'est évidemment de reconnaître un système d'intelligence artificielle. En fait, quand est-ce que vous êtes face à un SIA ou pas? Parce que la définition est tellement générique et puis vous allez avoir tellement de prestataires qui vous disent: «Oui, oui, on fait de l'IA», mais en fait, c'est juste de l'automatisation de tâches ou à l'inverse: «Non, non, mais on fait juste qu'automatiser» et puis finalement, ça va relever d'une définition du SIA. C'est plus rare dans ce sens-là, mais tout de même. Donc ça va être quand même le premier point sur lequel on va un petit peu s'attarder, ce matin. Le deuxième point, ce sera le rôle, parce qu'en fait, savoir si vous êtes fournisseur ou déployeur, c'est pas les mêmes risques, par définition, c'est pas les mêmes obligations et donc vous n'allez pas demander la même chose à votre fournisseur si vous êtes déployeur ou si en fait, vous êtes en train de devenir vous-même fournisseur compte tenu des modifications que vous opérez sur un SIA et auquel cas, les informations dont vous allez avoir besoin pour garantir votre sécurité juridique notamment, sont beaucoup plus importantes. Donc on va faire un point aussi sur ces éléments-là. On reprendra rapidement le transfert de responsabilité, hein, qui y est très lié et puis en fait, on fera ensuite, 2 focus sur le risque fournisseur. Alors, la première partie étant de l'évaluer en amont, en vous fournissant les grilles de lecture et les questions qui sont absolument nécessaires à poser à un fournisseur en amont de ce choix. Comment est-ce qu'on encadre contractuellement le risque? Quelles sont les clauses qu'il faut avoir en tête et quels sont les points sur lesquels, par définition, il faut avoir une attention toute particulière au moment de la sélection, du fournisseur? Et puis enfin, on aura une dernière partie qui concerne plus la gouvernance, l'organisation, notamment dans le cadre du process achat, avec la mise en place de bonnes pratiques, opérationnelles. Alors je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec cette problématique de reconnaître un système d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'un système d'IA et comment on identifie globalement ses responsabilités? Alors bon, la définition, d'un système d'intelligence artificielle, elle est inscrite au point 1 de l'article 3 du règlement sur l'intelligence artificielle et je vous la lis, même si
je pense que vous pouvez tout à fait la lire de façon autonome, mais c'est plus sympa. Un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec des niveaux d'autonomie variables et qui peut, après son déploiement, présenter des capacités d'adaptation et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des données qu'il reçoit comment générer des résultats tels que des prédictions, des contenus, heu, des recommandations, des décisions qui peuvent influencer des environnements, qu'ils soient physiques ou virtuels. Donc, on a, plusieurs points clés, hein, dans cette définition. Le premier, c'est un système basé sur des machines. La traduction est pas forcément, la plus opportune parce qu'en anglais, c'est pas tout à fait, la même façon dont il est rédigé, mais le système, ce qu'on veut dire ici, c'est que le système repose nécessairement sur une infrastructure informatique ou physique. Donc ça peut être un produit, hein, encapsulé ou une informatique, ou une infrastructure informatique. Le deuxième point qu'on voit tout de suite dans cette définition, c'est le fonctionnement avec un niveau d'autonomie variable. Alors, au début, on se disait, bah, la rédaction fait qu'en fait, même avec un niveau d'autonomie zéro, finalement, on pourrait rentrer dans la case des SIA. On a la chance que des guidelines soient venus un petit peu préciser le sujet. Effectivement, heu, on n'est pas sur un niveau zéro d'autonomie, mais en revanche, peu importe finalement le niveau de nécessaire d'intervention humaine. En tout cas, il peut exécuter des tâches avec plus ou moins d'intervention humaine. Même si c'est moins, bah, en fait, ça ne vous permet pas de faire sortir systématiquement un SIA. C'est de la définition de l'IA. C'est un des points de la définition. Ensuite, on a la capacité d'adaptation. Donc là, l'objectif, c'est qu'il ait la possibilité d'ajuster ou d'évoluer après son déploiement. Et ça, cette capacité d'adaptation, c'est un des critères majeurs. L'autre critère, c'est le fait qu'on ait des objectifs explicites ou implicites. Là, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, parfois, mon cas d'usage va être très clairement défini, et puis parfois, en fait, mon cas d'usage ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que j'ai l'ambition et je sens qu'il pourrait y avoir un truc et qui serait très utile en utilisant un système d'IA sur mon projet, mais en fait, je n'en suis pas sûre et je ne sais pas exactement pour quels objectifs in fine ça va servir. Alors, contrairement à ce que vous connaissez en matière de responsabilité de traitement, ici, on a la possibilité du coup d'avoir des cas d'usage qui ne sont pas encore totalement clairement définis. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans des POC ou des phases de test. Le dernier point et qui est celui le plus important parce que c'est celui qui fait vraiment, la création d'un système, d'IA, c'est le fait que il y ait une inférence pardon et la génération de résultats. Je vais arriver à parler ce matin. Les systèmes, en l'occurrence, doivent être capables d'interpréter des données pour produire des résultats ou des décisions qui influencent leur environnement. Et là, on vous dit qu'en fait, l'environnement, il peut être soit physique, soit virtuel. Donc c'est une définition qui a été, alignée sur celle de l'OCDE. L'objectif, c'est d'être neutre technologiquement, d'englober un maximum, de technologies. Mais en l'état, tout système doté de capacités, d'inférence sera considéré comme un système d'IA dès lors que je vais avoir 2 conditions qui sont réunies. La première, c'est la présence d'un processus qui permet de générer des sorties et puis la capacité du SIA à s'adapter, et voilà. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que, tous les systèmes là, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que tous les systèmes dont le comportement va résulter d'un processus d'apprentissage, sur un ensemble de données, sera nécessairement un SIA. Pour autant, bah, une fois que j'ai dit ça, enfin, je pense que si vous mettez cette définition-là dans les mains des chefs de projet ou des responsables achats, ça va être, un petit peu léger pour déterminer non seulement le fait qu'on est ou non sur un système d'intelligence artificielle, mais aussi la catégorie du risque qui va être, associée. Donc on a prévu, enfin, ce qui est très clair, c'est que dans les guidelines de l'AI Office, il est très clairement défini qu'on ne peut pas avoir, une catégorisation automatique sans intervention humaine. L'idée, c'est de dire, bah, contrairement justement à ce qu'on peut connaître en matière d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle, l'intervention et le contrôle humain doit être vraiment au cœur de l'ensemble du dispositif, et donc même le fait de déterminer si on est sur un SIA ou non, doit faire l'objet finalement d'une validation humaine. Donc je ne peux pas avoir un critère unique. Parce qu'il y a
des de très bons et de très éminents techniciens en matière d'intelligence artificielle qui ont trouvé des moyens de rendre, finalement techniquement applicable cette définition. Mais en fait, si c'est assez binaire, ça fonctionne pas. L'AI Office est très clair dans ses guidelines. On a besoin de prendre en compte différents facteurs et de les regarder. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on vous propose 3 facteurs aujourd'hui, en tout cas une approche qui est basée sur ces 3 facteurs pour identifier un système d'intelligence artificielle. Le premier facteur, c'est le développement. Est-ce que je vais utiliser des grandes quantités de données et surtout des données qui sont expertes, spécifiques à un domaine pour développer le système? Le deuxième facteur, c'est la partie opération. C'est-à-dire, est-ce que je vais créer de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles capacités pendant le fonctionnement du système? Et ensuite, je vais avoir un troisième facteur qui est sur, plutôt au moment de la production. Donc chacun des facteurs, a vocation à être assez, transverse et en tout cas à couvrir la définition, mais à un moment spécifique et principalement à un moment spécifique de la durée de vie, enfin de la vie, du cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. Donc le dernier facteur, c'est le degré d'indétermination des résultats. Concrètement, ça veut dire que, est-ce que le résultat, si je pose 2 fois la même question, va se retrouver de façon différente ou est-ce que j'aurai le même résultat? L'idée ici, c'est d'avoir, une forte manifestation d'un facteur qui va compenser la faiblesse d'un autre, donc il faut qu'ils soient totalement interconnectés et donc là, nous, on a trouvé un moyen que je trouve plutôt assez efficace de mettre en place un système avec, des cases à cocher, des petits plus, qui impliquent la présence d'au moins 2 facteurs sur 3 avec au moins 3 petits plus. Donc c'est vraiment l'idée. Concrètement, on va qualifier un système d'IA dès lors qu'il atteint un score total d'au moins 3 plus et qu'il implique au moins 2 facteurs. Donc, concrètement, ça c'est assez logique puisque le maximum de plus, c'est 2. Donc à partir du moment où j'en ai 3, bah, forcément j'ai 2 facteurs qui sont intégrés et qui nous permet de définir de façon assez systématisée si on est sur un système d'intelligence artificielle ou pas. Donc le premier facteur, je vous l'ai dit, c'est la partie données ou connaissances. En gros, on va du j'ai aucun recours significatif à des données, donc j'ai un programme standard sans analyse de données, jusqu'à le développement est principalement basé sur des données ou des connaissances spécifiques au domaine, typiquement des systèmes d'apprentissage automatique de machine learning qui sont basés, formés sur des données très énormes en termes de volume. On a un second facteur qui est celui sur la création de nouveaux savoir-faire. Donc là, on part du niveau zéro, le système applique des règles fixes sans modifier ses capacités. Donc en fait, il ne fait que exécuter, c'est ce qu'on va avoir typiquement dans les outils de détection de fuite d'eau ou ce genre de systèmes qui ne sont pas nécessairement à créer de nouveaux savoir-faire pendant leur fonctionnement. Et là, on peut aller monter jusqu'au niveau où le système va s'adapter et apprendre en continu, heu, notamment pendant son utilisation, comme dans le cas de l'apprentissage par renforcement. Donc, là, c'est ce que vous allez avoir avec les petits plus, dans ChatGPT. Ensuite, on a le dernier facteur qui est l'indétermination. Donc là, on va du niveau zéro. Donc là, en fait, les résultats sont entièrement déterminés par des règles formelles. Si A plus B égale, C, voilà. Donc typiquement, ça va être le calcul d'une TVA, par exemple, jusqu'au niveau 2 où je vais avoir mes 2 petits plus. Les résultats sont hautement indéterminés et ils dépendent largement du contexte, de l'interprétation. C'est ce qu'on va avoir à nouveau là, donc vous l'avez compris, dans des outils, d'IA générative, puisque en fonction du prompt, par exemple, ou en fonction de votre historique totalement personnel, donc des données qui sont liées à votre activité, je ne vais pas du tout avoir le même résultat, pourtant pour un même calcul potentiel. Donc cette règle des 3 facteurs, elle permet d'avoir une vision, assez globale d'un système d'intelligence artificielle et elle permet également, très rapidement de dire, finalement, si on est bien dans un SIA ou pas. Alors je sais qu'elle peut avoir l'air complexe comme ça cette définition, mais en réalité, il faut la tester sur des projets et très vite, vous allez voir que, vous allez,
assez souvent rentrer dans un SIA, mais pour 2 exemples qui peuvent être, assez parlants, un système de reconnaissance, d'écrits, manuscrits, donc ce qu'on appelle les OCR, hein. Vous prenez, une feuille de papier, un courrier et en fait, ce courrier, vous l'intégrez dans un système et le système va reconnaître les informations qui sont intégrées dans le courrier. Pour les courriers qui sont, dactylographiés, bah, en fait, là, on n'est pas sur vous allez pas rentrer, en fonction de ce que je viens de vous démontrer avec les différents facteurs, vous rentrerez pas dans la définition d'un SIA. Pourquoi? Parce que le nombre de paramètres qui va être utilisé est assez limité, hein. Les lettres telles qu'elles sont, intégrées, sont forcément, bien définies. Donc là, en fait, bah, il y a les lettres de l'alphabet, hein, en nombre de paramètres, on est assez limité. Et puis il y a les chiffres par définition, mais c'est tout. Alors que sur un OCR qui va faire de la détection de texte de façon, manuscrit, bah, là par contre, on va nécessairement avoir ce nombre de facteurs qui va être beaucoup plus important et on va avoir un résultat qui va être très différent puisque par définition, les résultats sont assez indéterminés. Le système va apprendre vraiment en continu et puis surtout, il est basé sur un apprentissage de nombreuses données sur le domaine. Donc par définition c'est pour vous donner un ordre d'idée d'un outil qui pourrait être, a priori un système d'IA entre, 2 outils qui font finalement le même cas d'usage, hein, c'est-à-dire de la détection de texte. On peut avoir un résultat différent en fonction de la façon dont il a été entraîné, et de son objectif final. Voilà. Donc ça, c'était pour la définition d'un SIA. Savoir le reconnaître, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, c'est vraiment, le point d'orgue, enfin, en tout cas, le point de départ de toute analyse de la validité et de la conformité d'un fournisseur, adapté. Donc ensuite, je reviens très rapidement sur la distinction, fournisseur-déployeur. Donc là, en fait, ce sont sur les définitions que vous connaissez, hein, qui sont dans l'article 3 de l'AI Act. Donc la définition du provider, c'est celui qui développe un système d'intelligence artificielle ou qui le fait développer et le met sur le marché sous son nom ou sous sa propre marque, à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc, peu importe qu'on soit sur du freemium ou peu importe qu'on doive payer pour avoir accès, à la plateforme. La deuxième définition, c'est celle d'un fournisseur. Donc là, pour le coup, on va utiliser un système d'intelligence artificielle sous son autorité, a priori dans un contexte professionnel, puisque dans un contexte personnel, je vous rappelle qu'on est exclu, c'est une des exceptions d'application du RIA, et donc évidemment le RIA exclut de ce point son champ d'application. Ce point de son champ d'application, je vais y arriver. Donc, dans la majorité des cas, en fait, les entreprises vont être des déployeurs, de façon assez, assez nette. Parce que souvent, vous allez utiliser des solutions qui sont développées par des éditeurs et il est assez rare que les entreprises aient les moyens. Alors, évidemment, pour les grands comptes, c'est un petit peu différent puisqu'elles ont souvent des AI factories qui, elles, développent des systèmes d'intelligence artificielle ou font ce qu'on appelle des RAG. Enfin, on va revenir dessus rapidement. Mais par définition, on a, ces deux gros pans avec une grosse majorité de déployeurs. Donc là, pour le coup, on a, l'AI Office qui a remis à nouveau des guidelines et finalement, ce qu'on comprend à la lecture de ces guidelines, c'est que le rôle va vraiment dépendre du contrôle qu'on opère sur le système. C'est vraiment le point central, c'est qui contrôle la conception et la mise sur le marché. Donc si l'entreprise développe ou modifie substantiellement et c'est là qu'on a eu une petite aiguille dans qui est venue chatouiller, dans la chaussure, la grande majorité, des déployeurs. C'est que si on modifie substantiellement, il est tout à fait probable qu'on ait une requalification, de l'outil sans avoir développé l'intelligence artificielle. Donc c'est totalement le cas si elle le met sous le marché, sous sa marque, en intégrant l'IA dans un produit ou dans un service qui est commercialisé. Je vous donne un exemple, hein, vous êtes, tiens, on reprend l'exemple pour ceux qui ont fait du RGPD depuis le début. La CNIL avait un super exemple avec ses oursons connectés qui étaient capables de détecter
des émotions, des humains avec des systèmes d'intelligence artificielle. Bah, pour le coup, initialement, vous êtes, déployeur parce qu'en fait, vous n'êtes que le fournisseur, par exemple, d'un ourson connecté. Mais si demain vous embarquez le SIA dans l'ourson connecté et que vous le vendez sous votre propre marque, en fait, vous devenez vous-même fournisseur du système d'intelligence artificielle, quand bien même en réalité vous ne l'avez absolument pas développé, hein, qu'on soit d'accord. Mais du coup, ça veut dire que les obligations applicables en termes de SIA sont assez, importantes. Donc en fait, vous aurez vraiment des cas où on va se retrouver avec des zones grises, heu, typiquement, hein, dans la réutilisation, dans le fine tuning de ChatGPT, en fonction de l'architecture qu'on va mettre en place, on aura par définition des questions qui seront, un petit peu différentes sur le rôle. Donc là, je vous ai mis, 5 questions qui sont à poser pour valider le rôle, hein, à avoir en tête à chaque fois de façon systématique. Qui a développé le système, d'intelligence artificielle? Sous quelle marque l'IA est-elle mise sur le marché? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? Est-ce que l'organisation modifie substantiellement le système? On va revenir sur cette notion de substantiellement. Et qui contrôle le fonctionnement et les mises à jour? Je vous ai dit vraiment la ligne de crête pour, l'AI Office, c'est qui contrôle le système d'intelligence artificielle? Donc là, la quatrième question, c'est qui est-ce qui va contrôler son fonctionnement et les mises à jour? Et enfin, est-ce qu'il influence les décisions, de l'entreprise? Alors je vois qu'on a une question, mais je voudrais juste voir parce que j'arrive pas à la lire. Comment une entreprise peut-elle prouver sa conformité à l'AI Act lorsqu'elle utilise un modèle propriétaire dont elle ne connaît ni les données d'entraînement ni l'architecture? Eh bien justement, on va y revenir parce que ça, ce sont des informations que le fournisseur a l'obligation de vous fournir. Donc en fait, il est dans votre ressort de demander ces informations. Mais je vais y revenir. On va avoir tout un point qu'on va développer sur cette partie-là. Donc, là où il faut être honnête, c'est que la notion de modification, substantielle, elle est pas du tout, définie dans le RIA. Elle est définie dans les guidelines qui sont, bah, là, pour le coup, la lecture un petit peu juridique la plus solide qu'on puisse avoir sur le sujet. Donc, il y a 3 cas classiquement qui sont assez ambigus, hein. C'est le fine tuning d'un modèle, c'est-à-dire je prends un modèle et effectivement, je vais essayer de l'entraîner sur mes informations. Je vais avoir le cas du RAG, je vais revenir dessus un peu plus en détail et puis j'ai, le cas des pipelines d'IA complexes où là, en fait, on va avoir des systèmes d'intelligence artificielle en cascade. Donc c'est vraiment les guidelines de l'AI Office et des discussions des groupes de travail, notamment sur le SIGREF, qui nous permettent d'éclairer un petit peu ce cadre-là. Parce que la vraie problématique, c'est, bah, en fait, vous dites: «Bah, moi, je suis fournisseur, donc enfin, je suis déployeur, donc en fait, je suis pas responsable». Mais en fait, bah, peut-être que si. Heu et peut-être que si, d'autant plus que si vous les avez modifiés de façon substantielle, vous allez devoir assumer en plus des obligations du provider sur lesquelles je vais y revenir, vous allez en plus devoir assumer les obligations, de celles de fournisseurs. Donc là, la définition, c'est vraiment que l'AI Act indique que la modification substantielle doit affecter la conformité du système au règlement et modifier la finalité prévue du système. Donc c'est 2 critères qui sont assez centraux, hein. Donc quand je dis la finalité prévue, du système, c'est le cas d'usage. Est-ce que votre modification que vous faites sur le système va modifier le cas d'usage initial prévu par le fournisseur et pas par vous. Parce qu'il ne s'agit pas de: «Bah, tiens, en fait, j'ai pris ce truc-là pour en faire tel cas d'usage», mais les cas d'usage qui sont prévus par le fournisseur, est-ce que l'entraînement que vous faites, est-ce que l'organisation, la structure, l'architecture que vous mettez en place modifie substantiellement cette finalité ou pas? Donc quand je dis cette finalité, on va comprendre ce cas d'usage. Et deuxièmement, bah, en fait, est-ce que ça affecte aussi la conformité au règlement sur l'intelligence artificielle? Donc à nouveau, hein, les deux cas de modification substantielle, bah, typiquement, je vais avoir un système d'IA qui serait conçu pour analyser des données marketing. Je vais l'utiliser, je ne sais pas moi, pour, évaluer des candidats à un emploi.
c'est pas du tout le même niveau de risque. Donc là, du coup, je vais changer, ma finalité, mais en plus, je vais changer mon niveau de risque derrière, puisque du coup, je vais me baser sur des données qui seraient beaucoup plus liées à des salariés. Donc c'est une modification substantielle. Une modification technique qui impacterait aussi, le comportement du modèle, c'est par exemple tous les changements qui vont modifier la logique décisionnelle, les performances et puis d'une façon, plus générale, les risques. Donc tout ce qui va être réentraînement du modèle, modification de paramètres, critiques, modification du dataset d'apprentissage, changement de la logique, algorithmique, tout ça, on va être sur des cas où on va considérer qu'il y a une modification substantielle et donc alors que vous aviez un rôle de, heu, déployeur, vous vous retrouvez avec un rôle de fournisseur par destination, si on peut dire. Il y a des choses qui sont, pour le coup, pas considérées comme de la modification substantielle et là-dessus, les Office et la commission sont assez clairs. C'est notamment ce qu'on va avoir sur le paramétrage, classique. Donc là, en fait, je règle des seuils de déclenchement, je configure un workflow, ce genre de sujet, clairement, on est sur, heu, des rôles de déployeurs qui restent, du rôle du déployeur. Le prompt engineering aussi, donc le fait de, par exemple, pré-prompter la plateforme pour enfin le LLM, par exemple, pour qu'il vous fournisse des réponses très cadrées par rapport à ce que vous aviez en tête. Donc là, il y a pas de modification du système. Et puis tout ce qui serait, personnalisation, fonctionnelle. Donc là où on a des décisions qui sont vraiment, ambiguës, c'est le fine tuning parce que là, j'entraîne un modèle avec mes données, donc je peux être considéré comme une modification substantielle, mais là, ça va dépendre du degré d'entraînement et de l'impact qu'il y aura sur le modèle. Et puis il y a les systèmes de RAG, hein. Là, le modèle n'est pas modifié pour rappel, j'ajoute une couche de recherche, documentaire et là, bon, on a tendance à considérer que c'est pas une modification substantielle. Il faudra attendre de voir la JP. Nous, en tout cas, c'est le parti, qu'on a pris jusqu'à maintenant. Et puis sur les pipelines d'IA complexes, là, on a une orchestration qui est de plusieurs modèles et là, en fait, selon le degré d'impact, on peut devenir provider parce que je vais ajouter des règles métriers, je vais ajouter des filtres et petit à petit, je deviens finalement provider, moi-même fournisseur et donc je vais avoir les obligations d'un fournisseur. Alors, comment j'évalue, mon risque de façon générale? Pour évaluer ce risque, d'abord, il faut bien comprendre quelles sont les obligations des 2 côtés. Quand je suis fournisseur, j'ai l'obligation évidemment de veiller à la conformité. Donc ça veut dire que je dois avoir en place un système de management et de gestion des risques, un système de gouvernance des données, que je dois avoir documenté mon SIA. Et quand je dis documenté, c'est toute la documentation technique qui est à mettre en place, notamment pour les SIA à haut risque. Enfin, clairement pour les SIA à haut risque, hein, là on parle de l'article le 16 et pas d'autres types de systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est ceux-là sur lesquels on aura évidemment les sujets les plus ambigus. Les problématiques de transparence, c'est-à-dire que je dois être très transparent sur comment le modèle a été entraîné. Donc ça revient à votre question de tout à l'heure. Moi, quand je suis fournisseur, j'ai une obligation de transparence et j'ai donc et dans la documentation technique, hein, on a une liste d'éléments, qui sont fournis par les ISO 42001 et autres, réjouissances et par les référentiels type, NIST par exemple, où là, on est très, très clair sur la documentation technique, la façon dont le modèle a été entraîné, les données qui ont été utilisées, tous ces éléments-là doivent être mis à disposition. Et quels sont les éléments qui permettent la surveillance humaine et qu'est-ce qui permet de garantir la robustesse du modèle? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dérive, ni de biais dans ce modèle-là. On ne parle pas encore de la sécurité qui est encore un autre sujet. Sur le fournisseur, j'ai aussi toutes les obligations qui sont, relatives à l'identification, de mon rôle, hein, la mise en place d'un système de gestion de la qualité, donc type ISO 42001, la conservation de la documentation, la tenue des journaux, procédures d'évaluation, l'enregistrement dans la base de données de l'UE. Alors là, on est aussi à nouveau que pour les SIA à haut risque, les notifications des autorités de surveillance en cas d'incident grave. Je rappelle que les incidents graves ont une définition très spécifique, hein, avec des impacts sur lesquels on ne peut pas, revenir, notamment en termes IT par exemple, ou sur la santé, des individus et voilà.
On pourrait se dire que, bah, ça, c'est le rôle du fournisseur, mais que moi, quand je suis déployeur, j'ai rien à faire. En fait, c'est pas du tout vrai. En tant que déployeur, vous avez des obligations qui sont très claires, qui sont notamment de mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour organiser et assurer une utilisation conforme. Ça veut dire concrètement que les équipes doivent être formées, doivent avoir compris le système, doivent avoir compris comment il fonctionne. Donc toute la logique décisionnelle derrière doit être accessible aux déployeurs parce qu'en fait, vous êtes, vous, en tant que déployeur, garant de la mise en œuvre de ces mesures techniques et organisationnelles. C'est votre responsabilité. En fait, pour le dire, très de façon un peu schématique, hein, quand on est fournisseur, on est responsable de la construction du système, et de sa pérennité dans le temps, bien entendu. Et en fait, quand on est déployeur, on est responsable de l'usage du SIA. Et vous avez d'ailleurs encore une jurisprudence qui est sortie, il y a quelques jours, sur le sujet avec une responsabilité très claire, heu, et prononcée par les juges de façon assez régulière sur le fait que vous êtes déployeur, même si le système a donné une mauvaise réponse, en fait, c'est votre responsabilité, c'est pas celle du fournisseur. Alors, charge à vous et c'est là où on va y revenir d'encadrer tout ça dans les contrats. Mais en fait, l'usage, le fait de le déployer ne vous dispense pas de toute forme de responsabilité. J'ai même envie de vous dire bien au contraire, puisque c'est vous qui êtes aussi responsable de la mise en œuvre de la surveillance humaine. Si je prends l'exemple des traitements automatiques de CV pour des candidatures, c'est vous qui avez la charge et la responsabilité de vérifier que en fait, il n'y ait pas de discrimination, que le système ne dérive pas, que vous n'excluez pas systématiquement des collaborateurs qui habitent à 2 heures de votre, du lieu de travail. Enfin, ce genre de choses, c'est vraiment à vous de les vérifier. De la même manière, alors si vous contrôlez aussi les inputs, il faudra assurer la pertinence, la représentativité des données. Il faudra réaliser l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Elle est du ressort du déployeur, elle n'est pas du ressort du fournisseur, hein, c'est important, même si toutes les informations dont vous avez besoin, en fait, c'est le fournisseur qui va vous les fournir, un peu comme une AIPD sur le modèle de la protection des données. Et puis, en fait, vous avez aussi la charge de surveiller le système. Donc c'est à vous de vérifier qu'en fait, il n'y ait pas de réponse, qui soit complètement, déconnante, à connecter de la plaque, enfin vraiment, ou qui mettent en risque et en péril la réputation de votre entreprise. C'est vraiment de votre responsabilité. Il est aussi de votre responsabilité d'alerter le fournisseur, de conserver les logs et d'informer les personnes. Donc si le provider ne le fait pas, c'est à vous de le faire. Ensuite, une fois que vous avez, donc 1re étape, hein, j'ai identifié que j'étais sur un système d'intelligence artificielle. Ça maintenant on le sait, OK, c'est très clair. J'ai de façon assez nette, là, j'ai identifié que moi j'étais déployeur et que mon fournisseur était bien, le fournisseur au sens de l'AI Act. Donc du coup, les rôles et responsabilités à partir de ce moment-là sont un peu plus clairs. C'est pas parce qu'elles sont plus claires qu'il n'y a pas des risques j'allais dire à mitiger, pas du tout français, à limiter ou à encadrer d'un point de vue tant juridique qu'opérationnel et organisationnel. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, il faut bien entendu évaluer le risque fournisseur. Alors je vous l'ai remis, bien sûr ici pour que vous l'ayez en tête. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette grille et l'ont déjà vue, à de nombreuses reprises. Heu, alors certains mettent les modèles d'IA générative à côté. Nous, c'est vrai qu'on a pris le parti de les intégrer à la pyramide parce qu'on estime que, ça fait sens et que c'est un modèle un peu plus large. En tout état de cause, heu, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, il va falloir que vous arriviez à déterminer en fait la chaîne technologique. Et quand je dis la chaîne technologique, c'est que dans le cadre de l'AI Act, j'ai mes 4 niveaux principaux de risque. Donc tous les systèmes d'intelligence artificielle sont à risque minimal, c'est le concept, hein, avec 3 exceptions qui sont donc les risques en matière de transparence, tous ceux qui génèrent du contenu par définition, les SIA à haut risque sur lesquels je vais avoir des exigences qui sont renforcées et ceux à risque inacceptable qui sont par définition interdits. Donc dans vos processus, alors et normalement, dans le process d'achat, il ne devrait pas y avoir de risque inacceptable parce que ce SIA-là n'a pas le droit d'être sur le marché. Donc on va l'exclure par définition.
Les modèles d'IA à usage général, c'est ce que vous allez connaître sur, la partie, LLM, où là, j'ai des niveaux d'obligation d'information et de documentation qui sont assez importants. La vraie problématique que vous allez avoir, c'est que souvent, vos fournisseurs de SIA, en fait, on est rarement un éditeur de logiciels, heu, qui ou en tout cas, vous avez rarement, en fait, un seul fournisseur. Vous allez avoir un seul fournisseur, mais en réalité, il y a une cascade derrière puisque je vais avoir mon éditeur de logiciels, mais en fait, souvent, j'ai le fournisseur d'un modèle de langage qui va à un moment ou à un autre intervenir, un bout de cloud parce que j'ai des données, enfin bref. Donc en fait, votre premier rôle va être bien entendu d'identifier comment fonctionne le système d'IA et quel rôle il joue. Donc pour évaluer, les principaux, risques réglementaires qui y sont associés. Donc quelle est la cascade qu'il y a? Comment est construit le SIA? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à établir et à catégoriser, j'ai envie de dire, en termes de risques, le système d'intelligence artificielle. Donc une fois qu'on a dit ça, je vous ai mis ici les 6 questions. Alors en fait, il y en a pas 6 hein, pour ceux qui resteront, jusqu'au bout, il y aura la possibilité d'avoir accès à des questionnaires beaucoup plus lourds. Ici, je vous ai mis les 6 questions parce que c'est celles qui sont vraiment mais indispensables à connaître et ces quelques questions, elles sont vraiment structurantes et elles permettent déjà d'identifier une grande partie des risques. La première, en fait, elle consiste à comprendre quel type d'IA est réellement utilisé, et donc du coup, comment est-ce qu'il est construit? En fait, beaucoup de solutions parlent, d'IA alors qu'en fait, on est simplement sur des règles qui sont totalement, des règles d'automatisation et à l'inverse, je vais avoir une solution qui va désormais intégrer un modèle génératif qui introduit d'autres risques, mais personne ne l'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous mettre un chat complémentaire à disposition sur un sujet juridique ou ce genre, d'informations. Le deuxième point qui est très important, ce sont les données et c'est un point qu'il faut que vous alliez sécuriser dans l'échange avec le fournisseur. Il faut toujours lui demander si les données sont fournies par les clients, où est-ce que les données sont stockées et surtout, est-ce qu'elles peuvent être réutilisées pour entraîner le modèle? La plupart, évidemment, vont tenter, et dans leurs conditions, générales de vente, il sera assez certain qu'on va vous dire par défaut que toutes les données permettent d'enregistrer le modèle. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors la troisième question, c'est où est-ce que les données sont traitées? C'est un point, hein, qui est important parce que vous avez conscience qu'aujourd'hui la souveraineté numérique est un des points majeurs, surtout dans un contexte, politique aussi complexe que celui dans lequel on est actuellement. Et donc, en fait, c'est hyper structurant parce que demain, on vous coupe les accès pour une raison ou pour une autre. Vous êtes devenu copain avec X, Y, enfin, en tout cas, l'État dans lequel vous avez vos opérations est devenu copain avec X, Y, on coupe tout et terminado. C'est arrivé là au Moyen-Orient sur des LLM qui dépendaient de serveurs Amazon basés dans cette région. Donc, c'est un point qui est vraiment structurant, même si a priori, on n'identifie pas pardon, comme un risque fournisseur initialement. Le quatrième point, c'est de comprendre si en fait le système influence, une décision qui est importante. En fait, c'est un élément clé pour déterminer le niveau de risque au regard de l'AI Act et donc la catégorie dans laquelle on va se retrouver. La cinquième question, c'est finalement quelles sont les garanties de conformité que vous fournissez? En fait, est-ce que déjà ils vous fournissent la documentation technique, qui est précisée dans l'AI Act ou pas du tout? En fait, s'ils ne le fournissent pas, au revoir, terminé, bonsoir, il y a même pas de discussion à avoir avec ce fournisseur, en fait. Parce que si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas en capacité de remplir vos obligations et donc c'est vous que vous allez mettre enfin c'est votre entreprise en tant que déployeur, que vous mettez bien entendu en risque. Évidemment, ils doivent vous fournir tous les éléments de base pour faire les DPIA et pour faire les AIDF, si tant est que c'était nécessaire. Donc AIDF, pour rappel, analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Ce qui serait mieux, c'est toutes les certifications, bien entendu. Plus le modèle est certifié, le modèle, le système plutôt, que le modèle, puisque c'est 2 choses différentes, plus vous avez de chances d'avoir un système qui sera conforme et où vous aurez toutes les informations qui sont nécessaires. Et dernier point qu'il faut comprendre, c'est comment sont gérées les mises à jour et les incidents? Parce que alors là, en ce moment, c'est la folie on sort des outils dans tous les sens. Ces outils, en fait, personne n'a pensé qu'est-ce qui se passe si ça dérive, si le modèle dérive, qu'est-ce qui se passe s'il commence à y avoir des problématiques?
Le SIA, il évolue en plus en permanence la plupart du temps avec soit on va lui rajouter des briques, soit on va l'entraîner sur de nouvelles données. Donc par définition, le modèle va évoluer. Qu'est-ce qu'ils mettent en place comme système autour? Et là, en fait, vous aurez une première évaluation assez claire du niveau de maturité du fournisseur. Donc là, ensuite, je vous ai mis, à l'écran un système d'intelligence artificielle que nous, on a intégré dans MyDPO. Donc c'est un exemple, type, hein, et c'est pour vous montrer que, en fait, normalement, ce qu'il faut que vous fassiez, donc j'ai fait ma première étape, j'ai identifié que j'étais sur un système d'intelligence artificielle. J'ai identifié ensuite si j'étais fournisseur ou déployeur. J'ai posé les premières questions absolument indispensables qui me permettent de comprendre le SIA, son fonctionnement et d'avoir des premiers éléments qui me permettent de catégoriser le risque fournisseur. Et là, dans cette catégorisation du risque, il faut bien avoir en tête que la distinction du RIA ne vous permet pas forcément d'avoir une vision globale de vos risques. C'est-à-dire qu'on vous dit il est à haut risque, il est à risque limité, ou on est sur des risques en matière de risque minimal. Alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est effectivement un système qui vous permet, via notre plateforme, bien entendu MyDPO, d'évaluer le système, d'intelligence artificielle, son niveau de risque global, en fonction de différents éléments, hein, notamment la nature des données, la sécurité, le risque réputationnel, environnemental, le risque social évidemment, et puis, le risque juridique. Et sur cette base-là, d'avoir une première photographie du risque associé à votre système d'intelligence artificielle. L'idée étant de dire, bah, en fait, je peux avoir un risque assez limité globalement, mais finalement, sur un des items, bah, il y a un enjeu qui est très fort et qu'il faut que je vois et sur lequel je dois intervenir. Et ça, c'est un point qui nous a semblé absolument indispensable dans l'anticipation du risque fournisseur. En plus de ça, on a évidemment des grilles d'analyse de risque fournisseur qui y sont intégrées. Donc, j'ai envie de dire qu'après, la nouvelle partie, c'est l'encadrement de ce risque. Une fois qu'on a identifié le risque fournisseur, bah, comment est-ce que je vais l'encadrer contractuellement? Donc là, je vous ai mis les 5 points qui sont les exigences contractuelles qu'on a vraiment besoin d'avoir, parce que la plupart du temps, les conditions contractuelles, elles sont rédigées par l'éditeur. Donc du coup, le problème, c'est que le contrat est par définition souvent très déséquilibré et qui couvre pas des risques spécifiques liés à l'intelligence artificielle sur lesquels, bah, vous allez devoir, assumer. Donc le premier point essentiel, c'est que le fournisseur vous fournisse une garantie de conformité. C'est-à-dire qu'il dise: «Bah, moi, je m'engage à respecter l'ensemble des obligations applicables». Déjà, s'il ne le dit pas, très mauvais point. Deuxième exigence, la transparence et la documentation. Je vous l'ai dit, c'est l'un des points clés. Vous ne pouvez pas faire vos analyses de risque. Vous ne pouvez même pas réfléchir 2 secondes à votre rôle sans comprendre comment fonctionne le SIA et donc avoir accès à toute la documentation technique, la description du fonctionnement et des données qui ont été utilisées. Le troisième élément qui est très important, c'est l'encadrement de l'usage et de l'utilisation des données. Et là, dans certains, outils d'IA générative, bah, en fait, les données, elles sont saisies, elles sont réutilisées pour entraîner les modèles, donc il faut clarifier contractuellement le point, à nouveau hyper important. La quatrième exigence, c'est la gestion des incidents et des vulnérabilités. Donc là, le fournisseur, il doit être tenu d'informer ses clients en cas de problème qui affecte le SIA. Et enfin, il faut que vous ayez mis en place et qu'il soit prévu dans les exigences contractuelles des mécanismes de responsabilité, bien sûr, mais aussi d'auditabilité pour vérifier que le fournisseur, en fait, ce qu'il vous raconte est conforme à ce qui est écrit dans sa documentation d'une façon générale. L'idée, c'est pas de dire, bah, en fait, je transfère tout le risque vers le fournisseur, mais en fait, d'avoir quand même un cadre contractuel qui permette de maîtriser votre risque fournisseur à minima. Donc ça, c'est les grandes exigences que vous devez avoir. Les clauses qui sont critiques, et je commencerai par une qui n'est pas mentionnée ici, parce qu'en fait, elle n'est pas une clause juridique, mais une clause opérationnelle, c'est les systèmes de lock-in. Vous allez avoir beaucoup dans les outils que vous utilisez, des petites clauses qui sont, assez, passées sous silence parce qu'en fait, elles sont pas dans les grosses clauses de responsabilité, donc les juristes, je dis pas les voient pas, mais pas forcément, ils prêtent la plus grande attention.
C'est qu'en fait, souvent, quand vous développez un système basé sur un LLM du marché, il y a des systèmes de lock-in qui font que ce qui est développé n'appartient pas à l'éditeur du LLM. Donc c'est le cas, par exemple, pour Mistral, mais ne vous appartient pas non plus. Donc en fait, demain, tout ce que vous allez développer sur cette base-là, bah, le jour où c'est terminé, vous perdez tout. Si vous devez demain changer de LLM pour X ou Y raison, ou parce que le prix de la nouvelle version est à chaque fois toujours plus élevé et vous entraîne vers des tarifs complètement hallucinants, bah, en fait, vous êtes complètement coincé. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce sujet-là, notamment parce que ça a des gros impacts en termes d'autonomie et d'indépendance en matière décisionnelle. Donc les clauses qui sont critiques, hein, l'utilisation et la réutilisation des données, clairement, la garantie de la conformité légale, la limitation de la responsabilité et la gestion des évolutions du SIA. À nouveau, vraiment, ce sont les points les plus critiques. Alors ensuite, j'ai un point sur, les exigences techniques. Là, ce sont des éléments que vous devez absolument demander et à avoir en exigence auprès de vos fournisseurs de SIA. Le premier, c'est sécurité du système. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme protection contre les accès non autorisés? Comment vous gérez les attaques sur le modèle? Comment vous gérez les manipulations de données? Tous ces éléments-là, ils doivent pouvoir vous fournir des informations. Pareil pour la protection des données d'une façon générale. Quel est l'encadrement des données qui a été utilisé, la séparation des données clients et des données d'entraînement? Quels sont techniquement les éléments qui ont été mis en place, l'architecture qui a été mise en place pour garantir cette scission entre les 2 environnements? Ensuite, la traçabilité qu'est-ce qui permet de retracer tous les usages du système et les décisions qui ont été produites? Parce que concrètement, vous, en qualité de provider, vous pouvez avoir une demande d'explicabilité sur une décision et en fait, il faut que vous soyez en capacité de retrouver la décision et de comprendre pourquoi cette décision a été donnée par le système d'IA, hein. C'est notamment, mon cas d'usage, du CV qui va être exclu. En fait, pourquoi est-ce qu'il est exclu? Ensuite, il y a la robustesse et la fiabilité du système. Donc là, pour le coup, il s'agit des tests, surveillance de performance et gestion des erreurs. Bah, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Et là-dessus, quelles sont les mesures techniques qu'ils mettent en place? Et vraiment techniquement, c'est-à-dire robustesse, quels outils ils ont utilisés pour s'assurer de la fiabilité du système et quels outils de surveillance ils ont mis en place? Surveillance dans le côté aussi, contrôle humain, c'est-à-dire quelles sont les mesures concrètes qui permettent à l'humain de contrôler ou de valider. Est-ce qu'il y a un bouton stop? Est-ce que, il y a une revue systématique? C'est quoi le workflow? Tous ces éléments-là doivent vous être précisés. L'explicabilité et la transparence minimale, alors on doit pouvoir comprendre les résultats produits par le système. C'est tout le problème, de ces fameuses boîtes noires et de ces fameux réseaux de neurones, c'est que par définition l'explicabilité, elle est assez limitée. Pour autant, faut que vous soyez en mesure de déterminer quels sont les critères qui ont conduit à cette décision. Donc en fait, vous ne pouvez pas laisser complètement et c'est surtout a fortiori sur des SIA à haut risque, l'intelligence artificielle décider à votre place. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses, dérives. Donc là, en fait, il faut qu'eux soient en mesure de vous donner les éléments qui permettent, d'être arrivés à telle ou telle décision. Et puis sur la gestion des mises à jour et des versions, techniquement, il faut que vous soyez informés justement des évolutions du SIA, du modèle, comment l'utilisateur sera informé des différentes, évolutions et comment vous avez la possibilité ou non de passer à une version supérieure ou d'y rester en fonction d'ailleurs de vos contraintes réglementaires ou de la façon dont vous pensez. Je vous ai mis ici quelques éléments qui me semblent absolument indispensables, à avoir, à annexer au contrat. Souvent, on pense au côté vraiment purement juridique, alors surtout parce qu'il y a beaucoup de juristes, dans les AI officers et dans les DPO, mais en fait, toutes les informations dont vous avez besoin, elles doivent figurer dans l'annexe technique parce que sinon votre contrat, il va être totalement creux. Donc l'idée, c'est d'avoir un document, qui soit à compléter par le fournisseur, qui soit annexé au contrat, dans lequel je vais couvrir plusieurs dimensions, hein. L'identification et la qualification du système d'IA, bien entendu, la gouvernance, des données, le fonctionnement du modèle,
la transparence et la documentation, donc toutes les limites du système, les caractéristiques, enfin, à nouveau, tous les mécanismes de contrôle et de journalisation. Tout ça, en fait, doit faire l'objet d'une annexe technique qui sera à compléter par le fournisseur. Maintenant, la vraie problématique, elle va être l'idée, hein, c'est bien sûr de réduire la symétrie d'information, mais en fait, la vraie problématique, c'est que souvent dans l'entreprise, vous n'avez pas forcément la compétence technique pour revoir cette annexe et en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc c'est très important dans ces cas-là de se faire aider et accompagner parce que, si vous ne comprenez pas ce sur quoi vous allez travailler, en fait, vous ne serez pas vous en mesure de le présenter de façon transparente aux utilisateurs et puis surtout de le maîtriser. C'est tout le sujet, hein, la perte de maîtrise et de cadre, là-dedans. Donc dans le processus achat, il y a des petites choses, alors j'ai envie de vous dire, je dirais pas à modifier parce que si vous avez un processus achat robuste, en fait, on va pas rajouter grand chose. Ce qui se passe, c'est que le règlement sur l'intelligence artificielle et l'AI Act, finalement, impose d'avoir un processus d'achat qui soit hyper cadré. Donc en réalité, on revient vers des bonnes pratiques de process achat assez standards, mais qui sont la plupart du temps pas mises en place dans les entreprises, faute de temps, faute de moyens, faute de problématiques en matière organisationnelle, voilà. Mais en réalité, il va falloir avoir une idée que le processus d'achat doit être au maximum centralisé et au-delà d'être centralisé, processé, c'est le cas de le dire, pour s'assurer que vous soyez systématiquement en conformité et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'il n'y ait surtout pas de shadow AI et que s'il y en a, en fait, il y a un minimum de réflexe, des vos collaborateurs pour éviter que ce soit le cas. Alors, l'autre option, c'est carrément de tout bloquer, ça va plus vite, hein. Donc là, le 1er point, c'est l'identification des outils IA dès la phase de sourcing. Donc là, je détecte dès le début et donc je dois avoir un outil qui me permet de détecter si je suis ou non, dans un SIA ou pas. Ensuite, le 2e point, c'est je mets en place un questionnaire fournisseur IA. Ça me permet de collecter les informations. Sur cette base-là, j'évalue le risque du système. Donc là, je fais mon analyse de cas d'usage, des données utilisées et de l'impact potentiel. 4e, point, j'implique forcément toutes les fonctions clés de l'entreprise, toutes les fonctions support, juridique, DPO, RSSI, IT, architecture, data selon les besoins, mais en tout cas, fini les silos. Là, on casse complètement les silos entre ces différentes fonctions pour pouvoir travailler ensemble et de concert sur un système d'intelligence artificielle. En 5, on va vérifier la documentation et les garanties du fournisseur. Donc là, non seulement on doit checker, mais on doit en plus analyser cette documentation. Alors bien sûr, ça prend du temps et c'est pour ça que des fournisseurs qui vont être ISO 42001 sont forcément favorisés. Ensuite, on a l'adaptation des exigences contractuelles, au niveau de risque. Alors là, on a des clauses spécifiques sur les données, la responsabilité et les transparences, mais concrètement, vous n'allez pas mettre une usine à gaz d'un point de vue juridique et faire un contrat et essayer de batailler comme pas permis sur un SIA qui a un niveau de risque assez faible à la place, un SIA qui, pour le coup, même s'il est pas cher et qui a un niveau de risque très élevé, lui, il va falloir s'assurer et mettre les exigences contractuelles et batailler ferme. Donc, il ne faudra pas mettre l'énergie au même endroit en fonction du sujet. Et ensuite, on a le fait d'assurer un suivi fournisseur dans le temps et je vais y revenir tout de suite parce que en fait, ce sont 2 éléments qui sont importants. C'est que d'abord, il va falloir que vous supervisiez le SIA pendant l'exploitation et ça, c'est votre rôle en tant que provider. Alors, suivre les performances, bien entendu, du système et puis quels sont les cas d'usage qui sont réels. Et c'est un cycle de supervision qui doit être vraiment continu. Ensuite, il va falloir, évidemment détecter les anomalies et c'est détecter ces anomalies-là, ça peut être du bas bruit, c'est pas des anomalies qu'on va avoir d'un point de vue sécurité informatique qui arrivent comme ça. Non, en réalité, là, c'est des dérives du modèle qu'on va constater petit à petit et qu'il faut constater le plus rapidement possible. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut mettre en place des KPI sur tous les systèmes que vous déployez, même quand ce n'est pas vous qui les avez développés. Donc, à défaut, il faudra demander aux fournisseurs de vous les fournir.
Et du coup, la correction, alors si c'est à vous, hein, de voir quels sont les ajustements de paramètres, notamment, sur, la supervision, humaine. Et puis, il faudra tout documenter. Traçabilité des incidents, des décisions et des évolutions du système. Votre fournisseur, le reste, le problème que vous allez avoir, c'est que le risque qui est associé au SIA qu'il développe ou qu'il vous met sur le marché, c'est que le risque, il sera jamais stable dans le temps, contrairement à un outil, assez classique. Dans l'intelligence artificielle, en fait, ces systèmes d'IA, ils évoluent régulièrement, donc les modèles, ils sont mis à jour, les données changent, du coup l'usage change, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, ce qui fait que vous allez être quand même en réévaluation, je dirais pas assez perpétuelle, mais quasi, du fournisseur, et finalement, la gestion du risque fournisseur doit être pensée comme un processus qui est finalement assez continu. Donc en fait, on a commencé par une sélection du fournisseur, je l'ai analysé, j'ai contractualisé, j'ai fait le suivi de l'exploitation, mais je dois surtout le réévaluer périodiquement et je dois adapter toutes les mesures au contrat. Et puis la dernière partie qui est peut-être la plus importante, c'est si jamais je veux sortir. Bah, là, si veux sortir, ça veut dire que déjà, il faut que je l'ai anticipé, et donc quand je l'ai anticipé, ça veut dire que j'ai prévu la réversibilité. Comment je transfère les données, comment je peux récupérer les configurations des modèles vers un nouveau fournisseur ou vers une autre entreprise. C'est des points qu'il faut identifier dès le début. Garantir la suppression ou la restitution des données, point primordial, vous les obligez, c'est des raisons, des bases de confidentialité, assez simples, mais il faudra vraiment l'avoir, en tête de façon, quasi systématique. Et enfin, la désactivation du système, ça veut dire arrêter, enfin archiver les journaux, documenter toutes les décisions qui ont été automatisées, parce que en fait, la décision, elle a pu être prise à l'instant T, mais je vous rappelle que vous avez un délai pendant lequel il sera toujours possible aux personnes de contester, une décision qui aurait été prise par un système d'intelligence artificielle, et donc là, il faudra que vous soyez en mesure, même après, de conserver l'ensemble des journaux et toutes les décisions qui ont été, prises. Voilà. Alors du coup, pour vous aider à démarrer, on a prévu 2 documents qui sont une matrice de scoring, du risque et un questionnaire d'audit fournisseur. On a besoin que vous commentiez, alors pas avec votre adresse email parce que du coup, on pourra vous envoyer, directement par mail, par LinkedIn les 2 documents, une matrice de scoring du risque fournisseur et puis un questionnaire d'audit fournisseur. Alors, on n'est pas sur le questionnaire de 150 questions qu'on a pu construire pour des entreprises. On est sur un questionnaire qui est accessible, et qui permet d'avoir quand même une première vision, assez exhaustive, heu, du risque fournisseur, et donc ça, on vous invite vraiment juste à là, dans le chat, vous nous indiquez en commentant, par exemple, le mot matrice, et du coup, on vous transmettra bien entendu ce document-là. Voilà, donc et pour une fois, je suis quasiment dans les temps, ce qui, une fois n'est pas coutume, et je vois qu'en fait, il y a plein de questions. Donc je vais avoir la possibilité de répondre à vos questions. Hop. Alors, c'est quoi exactement les documents à demander quand vous dites documentation et actes? Alors en fait, c'est la documentation technique, donc ce sont tous les éléments, donc la liste, est assez précise d'informations. C'est en fait toute la construction de l'infrastructure. On a aussi tous les éléments qui sont liés aux données d'entraînement. Quelles sont les données qui ont été entraînées ou pas? Enfin, et utilisées pour l'entraînement, celles qui seront utilisées ensuite dans le cadre de l'utilisation. On a vraiment une liste très, très exhaustive d'éléments à fournir dans cette documentation, technique, qui est une documentation technique qui est aussi à fournir quand on a des SIA à haut risque auprès de l'autorité de contrôle. Donc là, reste aussi, à savoir comment contrôler les biais. Il y a plein d'outils, sur les contrôles, de biais. Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a des outils sur les LLM, mais sur chacun des SIA qui seraient développés par des fournisseurs, en fait, il vous faut nécessairement réfléchir à chaque fois à quels sont les KPI qui peuvent vous permettre d'identifier un biais.
Je vous donne un exemple, vous vous rendez compte, enfin vous mettez en place, un système d'IA qui fait, du tri de CV, bah, en fait, il va falloir se dire quels sont les, biais qui pourraient exister et sur la base de ces biais-là, je vous donne un exemple, mon système d'IA pourrait devenir, raciste, il pourrait devenir, en fonction, avec une préférence pour, les femmes, plutôt que pour les hommes, en fonction des personnes qui ont été recrutées par le passé, enfin et reproduire ces biais-là et donc en fait, il faut que vous disiez: «Bah, qu'est-ce que je mets comme, heu, mesure concrètement en place pour, m'assurer que ça n'arrive pas. Alors, je pourrais pas, hein, mais ce que je peux voir, c'est un KPI qui dit pourcentage de candidatures de personnes de couleur rejetées. Si j'ai un seuil, un pourcentage que je vais identifier qui n'est pas représentatif de la population, normale de mon pays, de ma région et ben, en fait, ça veut dire que j'ai un sujet et ça veut dire que le système est en train de dériver et qu'il commence à avoir un biais compte tenu des candidatures qui ont été acceptées ou de la représentativité du personnel telle qu'elle est actuellement. C'est comme ça qu'on fait. Donc en fait, il faut pour chaque système d'IA, identifier les KPI qui vous permettent de voir toute dérive du système. Alors après, il y a les bas bruits, hein, il y a le fait qu'on qu'on commence à s'énerver, sur Facebook ou sur LinkedIn sur votre entreprise en disant des choses assez désagréables. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être, de cet ordre-là. Et qui peuvent vous permettre d'avoir une idée. Voilà, bon, bah, du coup, maintenant j'ai dépassé. Je vous remercie, à toutes et tous pour, cette petite heure, passée ensemble. J'ai beaucoup parlé. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente, journée et à vous souhaiter bon courage dans, l'encadrement de vos SIA, avec des fournisseurs. Nous restons bien entendu disponibles, au besoin si vous avez des questions et puis Quentin se chargera de vous transmettre, les 2 documents, dans la journée si vous avez commenté. Voilà. Je vous remercie à toutes et tous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.